Oui, c'est Oui, bon. ça marche. Ok, bravo. Mm, C'est la technologie. c'est ça. Ok, ça a l'air de marcher. Très bien. Eh bien, c'est super. Alors, si vous voulez, on peut commencer puisque Bernard et Dominique ne sont pas là ce matin. De quoi est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? Vous vous souvenez? Qui était permanent. Oui. Pourquoi ce qui existe est permanent? Ok, pourquoi ce qui existe? Et en fait, on est surtout dans la perception mentale, Oui, déjà pour commencer. voilà. Et il y avait, tu nous as expliqué que Chandrakirti, il s'en tire un peu mieux que les autres. Normal, il n'est pas Sangika, hein. Pour cette histoire de perception directe qui ne serait pas spécialement, qui serait pas complètement conceptuelle. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'était un petit peu le cœur du problème par rapport au Sautrantika, qui en effet affirme une perception mentale directe qui observe des formes. Et donc, qui observe des formes, c'est très spécifique parce que quand on dit une perception mentale directe, ça peut être une clairvoyance, par exemple. Une clairvoyance, quelqu'un qui observe l'esprit de quelqu'un d'autre, par exemple. Ça, c'est obtenu grâce aux différents types de concentration. Dans ce cas-là, cette personne n'observe pas des formes, ouais, parce qu'il observe un esprit, une conscience, etc. Mais quand c'est une perception mentale directe qui observe des formes, là, c'est vraiment spécifique. C'est-à-dire que d'après différents commentateurs, il y a un bruit parasite. Il y a un bruit parasite. Selon différents commentateurs, ouais, il y a un écho quelque part. Ouais, je ne sais pas où c'est. Bon, pas grave. Oui, c'est peut-être chez toi, Longvig, ouais. C'est peut-être ton micro. Ouais, tu Il n'y a m'entends? rien à dire. Oui, en Hein? fait, il faut couper son micro, en fait. Peut-être c'est la meilleure solution et bien sûr le rallumer si vous voulez euh, intervenir sans problème. Ouais, ok, très bien. Ok. Donc, on a différents commentateurs, en effet, qui ont dit que cette perception mentale directe, elle était soit contiguë à cette perception sensorielle, soit elle alternait avec cette perception sensorielle, soit elle est à la fin de ce continuum de perception sensorielle. Donc, chez les Gelugpa, en général, on accepte cette troisième hypothèse, mais ça n'a pas l'air d'être communément accepté à 100%. Il paraît que Gelugje, d'après ce que dit Lati Rinpoche, Gelugje avait un autre point de vue et il explique des choses très intéressantes. Ok, très très bien. Donc on va essayer de continuer. Jinpa, excuse-moi, est-ce que je peux poser une question? Ah oui, tout à fait, oui. Alors, je vais vous raconter quelque chose très brièvement et parce qu'il m'a un peu intriguée. Hier soir, j'étais en séance Vipassana avec une personne, un certain Philippe du centre Kalachakra. Et alors, il me faisait essayer la perception des os dans le corps. D'accord? Ouais. Et en fait, on a fait ça pendant à peu près 20 minutes. Et après, il nous dit: «Et alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça curieux? Parce qu'on essaie de percevoir ces os, finalement, on crée une image, une perception mentale, et c'est sur cette perception mentale qu'on essaie de créer un ressenti». Oui. Alors qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça voudrait dire qu'on a une espèce de enfin une cognition conceptuelle de son squelette, sur Oui. lequel on essaie d'avoir une perception sensorielle? Alors c'est Tu vois ce que compliqué. je veux dire? Ça m'a beaucoup intriguée et on s'est posé beaucoup de questions là, hier là-dessus. Oui. C'est un peu compliqué. Il est possible qu'il y ait plusieurs contextes qui soient mélangés dans ce cas-là. Dans le sens où, quand on visualise les os, le squelette, etc., en effet, c'est surtout bien sûr pour les personnes ordonnées qui veulent réduire leurs attachements vis-à-vis du corps humain, etc. Donc, dans ce cas-là, on essaie d'observer justement avec un scalpel conceptuel ce qu'il y a derrière la simple apparence, etc. Donc, on regarde, on voit en effet qu'il y a des os, il y a de la chair, il y a des substances plus ou moins ragoûtantes. Salut Rachel. Et On vient juste de commencer, donc tu n'as pas loupé grand-chose. On a juste essayé de reparler un petit peu de ce qu'on a fait la semaine dernière. Et Jordan a une intervention très intéressante par rapport à certains types de méditation
qu'on peut faire pour essayer de développer le renoncement, pour ne pas être obsessionnellement attaché vis-à-vis du corps humain. C'est-à-dire qu'on essaie d'observer. Salut Alexis, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Jinpa, très enchanté tout le monde. Bienvenue. Donc Merci. on était en train de voir un petit peu par rapport à la perception mentale directe, différents types de méditation qui sont en effet pratiqués traditionnellement pour les personnes ordonnées, pour être un petit peu dans le renoncement, pour éviter d'être obsédé par le corps humain. Et donc on essaie de visualiser, en fait, c'est une visualisation par rapport au squelette, par rapport à ce qui se passe dans le corps, etc., des choses plus ou moins rebutantes. Et normalement, au début, c'est conceptuel, ouais. C'est conceptuel. Si par exemple, vous essayez d'imaginer votre squelette tel que vous êtes assis, etc., c'est conceptuel. Vous faites un scan mental, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Okay. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait, oui. Okay. Très bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est conceptuel et en effet, c'est censé déjà engendrer une forme d'émotion, une forme d'affect par rapport à ça. Se dire, ouais, c'est pas vraiment si attirant ou si merveilleux que ça donnait l'apparence au début. Donc, au début, ça engendre quand même, en effet, un ressenti. Mais le problème, c'est que, peut-être qu'on le verra dans la suite des pages des deux vérités, c'est que au bout d'un moment, les yogis arrivent à faire en sorte de voir presque tout l'environnement comme empli de cadavres et empli de squelettes, etc. C'est un type de méditation. Par exemple, dans la tradition du Theravada, il y a 40 kasina, normalement, 40 objets d'observation pour développer shamatha. Et par exemple, il y a la couleur bleue, où il y a des éléments, l'élément eau, etc. Et le yogi fait en sorte de visualiser tout ce qui existe comme étant de l'eau. Et au bout d'un moment, il a une forme de perception directe de ça. Ça veut dire que c'est même plus visualisé. Donc c'est De toute bizarre. façon, en fait, c'est ce qu'on cherche à faire finalement. On cherche à passer par les concepts pour avoir une perception directe. Exactement. Exactement. Ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'on se dit, quand on a une perception directe, est-ce qu'on peut avoir une perception directe d'un non-existant? Une perception directe. Non. Un Bouddha voit tout, que ça soit la vérité ultime ou la vérité conventionnelle, que ça soit un existant ou un non-existant. Alors, est-ce qu'un Bouddha voit un Non? non-existant? Non, Ouais. ce serait une perception conceptuelle, par contre, elle pourrait être yogique, non? Oui. Est-ce qu'une perception yogique pourrait percevoir un non-existant? Quel type de non-existant ça pourrait être, par exemple? Si vous aviez un exemple à me donner, par exemple. Une corne de lapin. Une corne de lapin. Ouais, mais c'est comme ça n'existe pas. En fait, ce que tu veux dire, c'est comme ça n'existe pas, de toute façon, on ne peut pas le voir. Par Exactement, définition. par définition. Ça veut dire qu'une corne de lapin, en effet, on peut la conceptualiser. Comme dit Alexis, on peut la conceptualiser. On peut tous conceptualiser un éléphant rose à pois verts, un non-existant, n'importe quel non-existant, on peut le conceptualiser. Mais à part la simple conception, à part le simple reflet conceptuel, il n'y a rien dans la réalité. Ouais. Donc ça veut dire que si par exemple nous, on est en train d'imaginer cette fameuse corne de lapin, qui est un non-existant, le Bouddha, qui perçoit tout, en effet, comme tu dis Jordan, le Bouddha perçoit tout, donc il percevra le reflet conceptuel que nous avons à l'esprit de la corne de lapin. Mais est-ce qu'il peut percevoir une corne de lapin? Non, c'est un non-existant. Non, parce que ça n'existe pas. Exactement, tout à fait. Et là, c'est le même cas, ça veut dire que la personne qui a une réalisation, on va dire que c'est quelque chose qui est direct. Au bout d'un moment, cette personne ne voit que tout ce qui existe comme étant fait d'eau. Est-ce que c'est un existant? Est-ce qu'une table est faite d'eau? Non. Non. Et pourtant, elle a une perception directe de ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une perception directe d'un non-existant? C'est là où ça pose question. Ouais. Donc, normalement, Geshe-Dreyfus, il en parle dans la suite du texte. C'est un petit peu un genre de fiction utile. Ça veut dire que c'est utile pour ces yogis qui méditent sur le renoncement, qui voient tous les corps humains comme étant des cadavres, comme étant boursouflés, comme étant, comme dans les charniers à l'époque en Inde. Souvent, les yogis méditaient à côté des charniers, justement pour essayer de voir la réalité du corps, en fait, ce que le corps va devenir. Est-ce qu'il est un petit peu, d'une certaine manière, si
si on oublie de prendre sa douche, si, si on tombe malade, si on meurt, etc., etc. Et donc, ces différents types de kasina, d'objets d'observation pour shamatha, en effet, au bout d'un moment, il n'y a plus de conception, ça veut dire que ça semble être non conceptuel. Mais le problème, c'est que si on parle de ces cognitions non conceptuelles comme étant des perceptions directes, il faut que leurs objets existent. Et là, ça voudrait dire que pour cette personne, tout ce qui existe est fait d'eau, ou est fait d'air, ou est bleu, ou etc., etc. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est pas un moyen très habile pour amener l'esprit à se rendre compte par lui-même que de toute façon, il peut tout imaginer, il peut tout, hem, par la puissance d'un esprit, yogique, on peut effectivement s'imaginer, jusqu'à croire qu'une table est faite d'eau. Oui, Est-ce exactement. que c'est pas pour montrer ça justement, que Oui, tout passe par l'esprit et qu'on peut en faire ce que l'on en veut? exactement. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que si on arrive vraiment à comprendre ça, en effet, on peut se dire que ça peut avoir une portée extrêmement vaste, dans le sens où on peut se dire, oui, la puissance de l'esprit est telle que tout ce qui va être observé va dépendre de cet esprit, et donc finalement, on va comprendre que rien n'a d'existence purement objective, que tout dépend d'un esprit en fait qui observe tout ça. Oui. Par exemple, bah, s'il nous arrive une tuile, par exemple, imaginons qu'il nous arrive une tuile. Si on est plutôt de mauvaise humeur ou qu'on n'a pas, par exemple, qu'on n'est pas très philosophe dans la vie ou qu'on n'a pas vraiment d'entraînement spirituel, etc., bah, tout simplement, on va prendre ça comme une tuile, comme un problème insurmontable, une catastrophe. Mais la même personne qui, par exemple, est plutôt de bonne humeur parce qu'elle a reçu une bonne nouvelle, etc., fait face à la même tuile, elle ne la prendra peut-être pas comme une tuile, mais comme une opportunité de grandir intérieurement, comme un défi dans la vie, quelque chose d'utile. Et donc, sa perception et donc son ressenti seront totalement différents. Ça prouve que du côté de l'objet, il n'y a rien, en fait, il y a peut-être quel- quelques causes et conditions qui se réunissent, etc. Et tout relève de l'esprit et de la façon dont on perçoit le truc, ouais. Mhm. Et donc, en effet, comme tu dis, oui, c'est pour montrer ça, pour montrer aussi ça, et puis bien sûr pour développer la concentration, pour obtenir une stabilité immense qui permettra ensuite de développer la sagesse et donc de se libérer du samsara, de la souffrance. Ouais. Tout est question de perception et de perspective, mais par contre, ne doit-on pas quand même, comment dire? Admettre que, ben, ne pas sombrer dans le fait que, ben, tout est à ce moment-là que, superposition ou que, comment dire? N'a pas d'existence propre. Il faut bien aussi faire la distinction entre, ce qui est et ce qu'on peut mal concevoir ou mal interpréter. Oui, 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 tout à fait. Il faut, en effet, quand on dit rien n'existe du côté de l'objet, ça veut dire que ça ne veut pas nécessairement dire que nous sommes en train de rêver et de faire un rêve collectif et qu'il n'y a rien en dehors du rêve. Certaines écoles auront tendance à le dire. Par exemple, le Chitamatra, l'école de l'esprit seul, qu'on verra d'ailleurs dans la suite du texte, quelques pages après d'ailleurs. Euh, on verra en effet que pour eux, rien n'a d'existence en dehors de l'esprit. Mais bon, c'est discuté ensuite par les écoles supérieures. Parce que pour les écoles supérieures, en effet, si c'est pour l'école la plus élevée, le Prasangika, on va dire en effet, il n'y a rien du côté de l'objet dans le sens, il faut le comprendre dans le sens où si on perçoit une table, ok, on a une table, elle est là, on l'aperçoit, si on l'aperçoit, c'est qu'elle existe puisqu'elle est la cause de notre perception. Mais si on devait chercher la table telle qu'elle nous apparaît, puisqu'elle nous apparaît comme si elle existait purement de son propre côté, si on va chercher, on va zoomer encore et encore, et on va chercher cette table dans sa base de caractéristiques, dans sa base d'imputation. Est-ce qu'on peut la trouver? Non. Et donc, ça veut dire que la table n'existe pas du tout du côté de ses caractéristiques. Et comme elle n'est pas totalement non existante, elle dépend d'une conscience conceptuelle qui désigne une table en dépendance de ce qui n'est pas elle. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une base d'imputation. Il faut qu'il y ait une base d'imputation pour qu'on désigne la table en dépendance de cette base d'imputation. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose là à l'extérieur. C'est ce que diront les prasangika. Ouais.
Donc, en effet, il faut, en fait, c'est une rencontre entre l'extérieur et l'intérieur, en fait, pour les prasangika. Et c'est vrai que pour les chittamatras, il n'y a pas vraiment de choses à l'extérieur. Ça veut dire que ils emploient l'exemple du rêve en disant tout est comme un rêve. Ils disent pas exactement qu'on est en train de rêver, mais ils disent que c'est comme un rêve dans le sens où quand on rêve d'une table, la table n'existe pas du tout à l'extérieur de notre rêve. Elle n'est qu'une table onirique. Elle est d'une même entité. En fait, la forme de la table est d'une même entité avec notre esprit. C'est ce qu'ils diront. Ouais. Bon, ça c'est vraiment c'est quelques amuse-bouches pour faire un petit peu le teaser par rapport à ce qui se passera dans la suite du texte. Ok, très bien. Et donc là, on va passer à la perception yogique directe. Elle est très très importante. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est le but, non? C'est le Le but but. à atteindre? C'est le but à atteindre. Et pourquoi est-ce que c'est le but à atteindre? L'éveil représente l'omniscience, donc si on est en perception yogique, on voit au-delà des sens peut-être. On Oui, est déjà. oui, oui. Très bien. Donc normalement, oui, vous avez saisi de quoi il s'agit, ouais, cette perception yogique. En effet, ça veut dire que pour les Sautrantika et même pour toutes les écoles autres que Prasangika, il n'y a que les Prasangika qui sont vraiment spécifiques par rapport à ça, c'est que toutes ces écoles vont dire que n'importe quelle personne qui a une perception yogique directe est un Arya, est une personne supérieure. Ça veut dire qu'il n'est plus un être ordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, là, maintenant, par exemple, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, je suis sûr, je suis un être ordinaire. Donc, je suis un être ordinaire, pourquoi? Parce que je suis empêtré dans euh, mon samsara, mes renaissances incontrôlables dues au pouvoir du karma et des afflictions. Donc, par le pouvoir du karma et des afflictions, je renais encore et encore, je n'ai aucun contrôle sur mon esprit. Donc, je nais en prison, je vis en prison, je meurs en prison, je renais en prison, etc., dans cette prison du samsara. Et donc, les Aryas, eux, c'est des personnes qui ont déjà trouvé la clé pour sortir de cette prison. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une certaine liberté. Ils commencent à s'extraire de ce samsara. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et la clé, c'est quoi? C'est une perception yogique directe de la réalité telle qu'elle est. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Très bien, très bien. Donc, pour les écoles du véhicule fondamental, comme le Vaibhashika et le Sautrantika, la réalité telle qu'elle est, c'est quoi? C'est les 4 nobles vérités. Pour eux, c'est surtout ça qui compte. Ça veut dire que les Aryas ont des réalisations yogiques directes des 4 nobles vérités et des différents aspects des 4 nobles vérités. Oui. Ça veut dire que la première noble vérité, c'est quoi? C'est La souffrance. la souffrance, exactement. Et cette souffrance, elle a 4 aspects. Elle a l'aspect d'impermanence, l'aspect de souffrance, l'aspect de vide et l'aspect de non-soi. Et donc, c'est surtout ces 2 derniers aspects qui sont importants pour se libérer. C'est-à-dire qu'il faut réaliser le fait que les agrégats, parce que les agrégats, c'est ça les vraies souffrances en fait. Hein. Les agrégats, c'est ça qui renaît, c'est ça qui est imprégné par la souffrance omnipénétrante, etc. Et donc, ces agrégats sont dénués d'un soi, d'un Atman permanent, unitaire et autonome. Ouais, ça vous parle? Très bien. Donc ça, c'est ça l'aspect de vide. Et ensuite, quand on dit les vraies souffrances sont vides en effet et sont aussi dénuées de soi, sont le non-soi, pour ces écoles, Vaibhashika, Sautrantika en particulier, le non-soi, c'est le fait que dans les agrégats, il n'y a pas de personne autosuffisante et substantielle. C'est un type de vide plus profond que le premier vide. Et donc pour eux, c'est ça, et c'est ça la clé de la libération du samsara, c'est qu'il faut réaliser directement le non-soi pour échapper à la prison du samsara. Ouais, ça vous parle? Oui. Mhm. Yes. Excellent, excellent. Et sans la perception yogique directe, c'est impossible de réaliser le non-soi. C'est impossible. Est-ce que je Ok, peux me et donc permettre on de va, poser une question? bien sûr, ouais. Pour nous, justement, quand on disait une personne ordinaire, comment, comment chercher quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est pas simple, hein. Je veux dire,
on sait que certaines personnes peuvent voir des choses, donc on voudrait pouvoir essayer de comprendre ce qu'il faut qu'on cherche, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, en fait. Oui, Ils exactement. Exactement. Ça veut dire qu'on a une forme de confusion. En plus de l'ignorance fondamentale, on a aussi une forme de confusion. Ça veut dire que c'est comme si on était dans le noir. C'est comme si on était dans le noir, dans l'obscurité, et on tâtonne et on ne sait pas vraiment où se trouve la sortie. Et on ne sait même pas ce qui nous permet d'obtenir la sortie de Et en cette. plus de ça, on ne peut que faire confiance en le Bouddha et en tous les maîtres qui ont réalisé cette sagesse du non-soi et qui sont même allés jusqu'à l'éveil parce qu'on n'a aucune preuve, donc on ne peut que faire confiance, Oui, quelque exact, part. exactement. Ça veut dire qu'au début, au tout début, la foi est importante. Oui. Bien sûr qu'elle ne devrait pas être aveugle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en tibétain Mongde Depa. C'est la foi aveugle. Et ça, normalement, ça ne devrait pas être entretenu. Parce que, bah, tout simplement, la foi aveugle, on ne sait pas à qui faire confiance. On peut très bien un jour écouter un enseignement bouddhiste, le lendemain un enseignement non bouddhiste, etc., qui dira peut-être tout le contraire. Et donc, peut-être que cet enseignement non bouddhiste pourra sembler séduisant et dira peut-être, bah, il n'y a rien à faire pour être heureux, il suffit de rester assis là et ne rien faire. On peut voir ça sur Facebook ou ailleurs. Parfois, certaines citations disent, ouais, le bonheur, ou sur YouTube, ouais, le bonheur, faut pas réfléchir, faut pas méditer, faut rien faire. Et on est heureux. Voilà, donc ça peut être très séduisant pour les feignants comme moi. Ça peut être très séduisant, ce type de discours. Donc c'est pourquoi, comment est-ce qu'on fait pour ne pas osciller d'un discours vers un autre? Ben, c'est la raison. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut dépasser la simple foi et essayer de raisonner, de voir qu'est-ce qui est cohérent dans tout ça. Donc il est malgré tout possible de certifier certaines réalités avant de les percevoir directement. Ouais. C'est pour ça qu'on a ces deux types de cognition valide, la cognition valide directe et la cognition valide conceptuelle ou inférentielle. Ouais. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, il dit Shel Yani Chil Semani. C'est parce qu'il y a deux types de connaissables, deux types d'objets de compréhension, qu'il y a deux types de cognition valide. Donc il y a la cognition valide directe et la cognition valide inférentielle. Par exemple, pour les quatre nobles vérités, comment est-ce qu'ils font les auditeurs du Bouddha pour certifier les quatre nobles vérités? S'il fallait les certifier d'emblée par la perception directe, ce serait compliqué. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait déjà réaliser les vraies souffrances pour ce qu'elles sont, réaliser les vraies origines de la souffrance et les déraciner, réaliser les vraies cessations de la souffrance et donc obtenir le nirvana, et réaliser les vraies voies vers la cessation. Ça veut dire que d'emblée, il faudrait réaliser le nirvana pour croire au nirvana, pour accepter le nirvana. C'est un peu compliqué, non? Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait briser la vitre avec le marteau qui est à l'intérieur. C'est ça. Ça veut dire qu'il faudrait commencer par la fin pour arriver vers la fin. Mais si on se dit, bah, si un jour je veux pratiquer la méditation pour transformer mon esprit, pour obtenir la libération, etc., je dois d'abord certifier la présence de la libération en étant moi-même libéré. Quel est l'intérêt ensuite de vouloir pratiquer pour obtenir cette libération, parce qu'on est déjà libéré? Et donc, c'est pour ça qu'on doit, avant d'avoir une perception directe de ces quatre nobles vérités, avoir une inférence, une déduction logique, employer la raison. Ouais, c'est pour ça que Sasanté, dans un de ses commentaires de 3 chapitres du traité du milieu de Arya Nagarjuna, le titre qui a été donné, c'est la foi fondée sur la raison. C'est-à-dire que notre conviction, notre confiance doit être fondée sur la raison. En quoi est-ce que l'enseignement du Bouddha est cohérent, nous semble cohérent, nous semble en accord avec la réalité? Et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup d'esprit critique. Ouais. Oui. Très bien, excellent, excellent. Donc, c'est ce que vont faire les Sautrantika, par exemple. Les philosophes Sautrantika, ils vont dire, OK, le Bouddha a dit, les vraies souffrances, il y a l'impermanence, le premier aspect. Est-ce qu'on peut le certifier? Est-ce qu'on peut avoir une certification conceptuelle de l'impermanence? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'impermanence? L'évolution à chaque instant. Exactement, exactement. C'est l'évolution à chaque instant, le changement continu, le changement, comment dire,
infinitésimale, on pourrait dire. C'est un changement très rapide, une instantanéité. C'est pas l'impermanence grossière. L'impermanence grossière, on donne un coup de pied dans la table, le vase tombe, il se casse. Ça, c'est l'impermanence grossière. Il n'y a pas besoin de raisonner pour le certifier. Vous êtes d'accord, ouais? Et donc, dans ce cas-là, on a besoin simplement de percevoir les choses. On voit une fleur faner, on voit le changement des saisons, on voit les arbres perdre leurs feuilles. Ok, très bien. On a l'impermanence grossière. Ça, c'est facile. Mais l'impermanence subtile, elle apparaît, mais elle n'est pas réalisée. Ouais, c'est comme ce fameux truc des pages du livre. Si je vous demande combien de pages sont passées devant vos yeux, il y en a combien? Il faut l'avoir à la maison et puis compter et puis regarder. Oui, oui. Dans ce cas-là, il faut faire un ralenti, etc., etc. Mais là, il y en a eu 177 qui sont passés. C'est très rapide. Mais donc, ça veut dire que on ne peut pas nier le fait qu'elle se soit passée dans nos yeux, qu'elle se soit apparue devant nos yeux, oui. Mais nos yeux, notre conscience visuelle n'a pas suffisamment le temps de réaliser ça. Donc, c'est une cognition inattentive, oui. C'est ce qu'on appelle une cognition inattentive. Ça veut dire que ça apparaît, mais c'est pas réalisé, oui. Et ben pour l'impermanence subtile, c'est la même chose. Pour l'impermanence subtile, c'est la même chose. Tout ce qui est produit change d'instant en instant, mais d'une manière tellement rapide qu'on a l'impression que ça reste statique. Moi, j'ai l'impression que le téléphone devant moi, l'ordinateur, tout ça, que ça n'a pas bougé d'un poil depuis tout à l'heure. Et pourtant, ça a vieilli de 27 minutes depuis le début de notre réunion. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est ça l'impermanence. L'impermanence, est-ce qu'on peut elle n'est pas réalisée par notre conscience visuelle, notre conscience auditive, notre conscience sensorielle ne réalise pas l'impermanence subtile, oui. Et pourtant, elle existe. Et pourtant, elle existe. Et donc, dans ce cas-là, comment on fait? On essaie de raisonner. Comment est-ce que vous pourriez prouver à quelqu'un, par exemple, quelqu'un vient vous dire, ah ben non, regarde, ton ordinateur, il n'a pas changé depuis 27 minutes, 28 minutes maintenant. Ton ordinateur est resté exactement le même. Et nous sommes restés exactement les mêmes depuis tout à l'heure, depuis 28 minutes. Nous n'avons pas changé, nous sommes statiques. Tout simplement parce que ça apparaît comme cela. Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour prouver l'impermanence subtile, pour dire, bah non, on a changé depuis 28 minutes, on a vieilli de 28 minutes. Je leur expliquerai que si on reste très statique, on n'arriverait pas à bouger, ni parler, ni respirer. Exact. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est la méthode de la conséquence à l'absurde de Arya Nagarjuna. Magnifique. Donc tu es Prasangika. Bravo Rachel. Merci. De Prasangika. C'est ce que dit Arya Nagarjuna. Il prend une thèse. C'est ce qu'on va faire dans les débats aussi. Dans les débats, par exemple, à 15 heures aujourd'hui, on a des débats. C'est ce qu'on fait aussi. On essaie d'apprendre des conséquences. Si quelqu'un nous donne une thèse, on va prendre sa thèse et prendre les conséquences à l'absurde de cette thèse. Si quelqu'un nous dit, bah, nous sommes statiques, nous n'avons pas bougé tout simplement parce que ça ne donne pas l'impression qu'on ait bougé, en effet, on va faire comme Rachel, on va dire, à ce moment-là, nous sommes statiques, nous ne bougeons pas, nous ne pouvons pas respirer, entendre, parler, etc., etc. C'est pas possible. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Ok. Très bien. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura entamé la stabilité du point de vue de la personne qui pense qu'on est statique. En fait, d'un certain point de vue, la personne, elle est hypothétique. La personne avec laquelle on débat, c'est notre ignorance, en fait, d'un certain point de vue. Parce que ça nous apparaît comme ça, on a l'impression d'être statique. Et donc, on débat contre notre ignorance. C'est un petit peu comme ça. C'est comme un joueur d'échecs qui n'a pas comment dire, de potes libres pour jouer aux échecs, bah, il va jouer aux échecs tout seul. il va prendre le côté des blancs, puis après le côté des noirs, etc. etc. Ok. Ben là, c'est pareil, on essaie de débattre contre notre ignorance. On va dire, ok, au début, on a une certaine stabilité dans notre cognition fausse. On dit, voilà, c'est statique parce que ça donne l'impression d'être statique. Ok. Et donc, au début, on emploie une conséquence pour déstabiliser ce point de vue. Une fois que ce point de vue est déstabilisé, on arrive avec une preuve. On arrive avec un syllogisme. On arrive à dire, je suis impermanent, tu es impermanent, la table est impermanente, etc. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Pourquoi? Parce qu'ils sont produits. Parce qu'ils sont produits. Waouh, excellent.
parce qu'ils sont produits. Ça veut dire que si on dit tous les composés sont impermanents parce qu'ils sont produits, à ce moment-là, on a une raison valide. On a une raison valide. Dès l'instant où quelque chose est produit, ça doit nécessairement changer d'instant en instant. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok, génial. Oui. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une cause, pour donner son effet, est-ce que cette cause peut rester statique? Non. Non. Elle est obligée de se transformer. Par exemple, une graine engendre une pousse. Donc, c'est l'entité même de la graine qui va se transformer pour donner la pousse. Et donc, si la graine doit se transformer pour donner la pousse, comment est-ce que la pousse pourrait rester statique? L'entité même de la pousse doit se transformer puisqu'elle a été produite par une graine qui s'est transformée aussi. Ça, c'est obligatoire. Et donc, dans ce cas-là, si on dit, une fois qu'on a déstabilisé ce point de vue, comme quoi on serait statique, on va dire, bah, puisqu'on est statique, à ce moment-là, on ne bouge pas, on ne respire pas, etc., etc. Donc là, on commence à douter. On se dit, ah, peut-être que je ne suis pas statique. Et là, on arrive avec un syllogisme en disant, OK, tout ce qui est composé est nécessairement impermanent. Pourquoi? Parce que c'est produit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a une inférence. On a une cognition valide inférentielle. On certifie l'existence de l'impermanence subtile qui apparaît, mais qui n'est pas réalisée par les sens. Ouais. Donc c'est un phénomène subtil, l'impermanence subtile, justement, d'où son nom, l'impermanence subtile. Elle est trop subtile pour nos sens. Et donc dans ce cas-là, on a une inférence. Et donc on arrive à certifier l'existence de l'impermanence subtile grâce à la raison. Ouais. Très bien. Très bien. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la cognition inférentielle suffit pour parcourir la voie vers la libération et l'éveil? Non. Non, je crois pas. Je pense pas. Non, parce que l'idée, c'est d'arriver à une perception directe. Voilà. Voilà, exactement. En effet, l'inférence est très, très utile. C'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que ça permet de dépasser la simple foi aveugle. Quand le Bouddha dit tous les composés sont impermanents, sarva samskara anicca, quand il dit ça, on ne va pas se dire, OK, bah, c'est le Bouddha qui l'a dit, OK, donc ça va, très bien, je vais l'accepter, etc. Ça ne suffit pas. Il faut raisonner. Pourquoi le Bouddha a-t-il dit ça? Pourquoi est-ce que tous les composés sont impermanents? Ouais. Oui, Longric, tu disais quelque chose? On entend ton micro. Non, j'ai pas le micro allumé, j'ai tout arrêté. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, mais je croyais que j'avais tout arrêté. Non, Mais non. parce que ça change d'instant en instant. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Très bien. Vous Ensuite, m'entendez? j'ai lavé ma salade, j'ai épluché une pamplemousse, j'ai mangé petit déjeuner. Vous n'avez pas entendu de bruit, mais c'est exceptionnel. Non, il n'y a que Très là qu'on content. entend un truc. On entend un bruit parasite maintenant seulement. Ouais. Ah, mais ça alors, j'ai dû faire un truc alors. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. OK. Donc, on va se dire, OK, le Bouddha l'a dit, tous les composés sont impermanents. Sarva samskara anicca. OK. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Est-ce que lui-même l'a réalisé ou pas? Est-ce qu'il en a eu qu'une inférence ou pas? Normalement, le Bouddha n'enseigne que sur la base de son expérience directe. Et donc, mais là non plus, ça ne suffit pas. Ce serait une forme de confiance, de foi, toute simple. Et donc, on remet en question, pourquoi est-ce que tous les composés sont impermanents? Parce qu'ils sont produits. Et donc là, on met une inférence, mais cette inférence ne suffit pas. Il faut arriver à une perception directe. Ouais, vous êtes d'accord? Et comme ce n'est pas une perception directe sensorielle, ce n'est pas une perception directe, comment dire, ce n'est pas simplement une perception mentale directe, parce que les perceptions mentales directes, c'est des clairvoyances ou c'est ce qui se passe à l'issue d'une perception sensorielle. Ce sera une perception yogique directe. Ouais. Ce sera une perception yogique directe. OK, très bien. Donc, je ne vous demanderai pas la définition d'une perception yogique directe. Donc, la perception yogique directe. Lati Rinpoche, il en parle là-dedans, c'est son moment super, dans Connaître l'esprit. Donc, il donne une certaine définition. Nous, celle qu'on apprend avec le Yongzin Pulvuchok, ce qu'on apprend comme étant une perception yogique directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, qui naît en dépendance de sa condition dominante non commune,
un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Voilà. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Donc, une perception yogique directe, c'est une cognition, donc c'est un événement mental, c'est une conscience qui est libre de conceptualisation et non erronée. Pourquoi? Parce que c'est l'une des perceptions directes. Une perception directe, pour ces écoles-là, c'est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Ok. Mais une perception visuelle est aussi une perception, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la condition dominante ou la condition souveraine. Ouais, le Donc, fameux samadhi. c'est le samadhi, exactement. Pour la perception yogique directe, c'est le samadhi qui va être une condition dominante. C'est-à-dire que pour une perception visuelle, ça va être la faculté visuelle. Pour l'auditif, ça va être la faculté auditive. Pour la perception mentale directe, ça va être la faculté mentale. Et pour une perception yogique directe, ça va être un certain type d'état d'esprit qui est un samadhi, une absorption méditative qui est l'union de shamatha et de vipassana. Donc, Ok. pardon. Donc, la définition de samadhi, c'est Un samadhi, la définition de samadhi, faudrait que je retrouve non, Tigné. Oui. c'est vipassana et Alors ce samadhi en particulier, c'est l'union de shamatha et de vipassana. d'accord. Donc Merci. shamatha, c'est la focalisation en un point, c'est le calme mental, et vipassana, c'est la vision spéciale ou vision pénétrante. Il y a plusieurs façons de le traduire. Phakton en tibétain. Phakparton, ça veut dire voir de manière supérieure, voir de manière exceptionnelle. Et en sanskrit, c'est vipassana. En pali, c'est vipassana. Ouais. Parce que quand on dit vipassana pour le pali, c'est beaucoup moins conceptuel. Pour les gens qui font des retraites, vipassana, etc., comme Jordan par exemple, au cours de ces retraites, il y a beaucoup moins d'analyse que dans Aryanagarjuna, Chandrakirti, etc. Alors Ouais, que, c'est le corps finalement qui est le support. oui, exactement. On scanne le corps, on essaie d'observer son impermanence, son changement continu, etc., etc. Donc, on essaye d'être plutôt dans quelque chose d'intuitif, plutôt que dans le raisonnement, etc., d'une certaine manière. Ouais. Mais dans la tradition sanskrite, c'est très différent. C'est pourquoi quand on dit vipassana en sanskrit, c'est beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus analytique. Hein, quand vous regardez tous les traités dialectiques de Nagarjuna, quand vous regardez ce que dit Shantideva, etc., etc., c'est beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus analytique. Mais au bout d'un moment, le résultat est le même, c'est que ça doit déboucher sur une perception yogique directe. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Ok, on a du temps encore, c'est parfait. Donc, si on devait répéter cette définition, donc c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui naît en dépendance de sa condition dominante non commune, donc sa condition souveraine ou sa condition dominante, euh, qui est un samadhi, qui est l'union de shamatha de vipassana. Donc samadhi, ça veut dire quoi? Samadhi, ça veut dire absorption, absorption méditative, ou ça veut dire concentration, littéralement concentration. Donc il y a des débats par rapport à ce facteur mental, c'est un facteur mental déterminatif. Dans les 51 facteurs mentaux décrits dans la tradition euh, indo-tibétaine, on a 51 facteurs mentaux qui sont décrits et on a 5 qui sont omniprésents et 5 qui sont déterminatifs. Et là, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Certains vont dire les 5 déterminatifs sont nécessairement vertueux, ont pour objet un objet nécessairement vertueux, et d'autres vont dire non, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, certains vont dire quand le chat regarde la souris, il peut être extrêmement concentré sur la souris. Est-ce que c'est vertueux ou non? Il y a des chances que ça ne le soit pas. Ouais. Et malgré tout, c'est un état de concentration. Donc ceux qui disent que la concentration, le samadhi, le facteur mental déterminatif de concentration, est vertueux, ils diront que ce qui se passe dans l'esprit du chat quand il est sur la souris, ce n'est pas cette concentration qui est évoquée dans les facteurs mentaux déterminatifs. Ils diront que ce sera un autre type de concentration. Ouais. Donc il y a toujours une porte de sortie par rapport à ces débats. Ok. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails parce que les facteurs mentaux, c'est un peu complexe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est
dans ce cas-là, c'est un entraînement méditatif. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, on a dit, cette perception d'un yogi qui essaye de méditer comme étant le monde empli de cadavres, de squelettes, etc., ou le monde empli de phénomènes faits d'eau, ou un monde empli de phénomènes qui sont bleus, tout simplement, de la couleur bleue. Au début, c'est conceptuel, et au bout d'un moment, ce n'est plus conceptuel. Donc, ça pose question. Est-ce que c'est une perception yogique? Est-ce que ce n'est pas une perception yogique? Donc, il y a des débats là-dessus. Ouais. Donc, on va essayer de voir ce que dit Geshe Dreyfus, si ça vous dit. Ouais. Vous avez suivi tout le déroulement jusqu'à maintenant. Normalement, ça devrait être plus clair. Ouais. Oui. Ouais. Oui. OK. Oh, bravo, bravo. Excellent. Donc, ce que dit ici Geshe Dreyfus, il dit « Parlons de la perception yogique ». C'est une perception directe qui est mentale, parce qu'on a soit des perceptions sensorielles, soit des perceptions mentales. Et donc, celle-ci, elle est mentale. Mais qui est différente de la perception mentale habituelle, en raison de son objet et en raison de la personne en qui elle se produit. Ouais, tout à l'heure, on avait dit, pour ces écoles-là, les écoles autres que Prasangika, la perception yogique, elle n'apparaît dans le continuum de quelle personne? Uniquement les Aryas. Ouais. Ça veut dire que pour ces écoles-là, une personne ordinaire comme moi n'a pas encore de perception yogique. C'est impossible. Il n'y a pas de perception yogique pour les êtres ordinaires. Et l'objet, qu'est-ce que c'est l'objet? Purbuchok mentionne les objets quand il parle de la perception yogique directe valide. Parce que chez les Sautrantika, il y a une perception yogique directe subséquente et les perceptions yogiques directes valides. Et ils vont dire que seuls les valides sont valides et que les subséquentes ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'ils font une distinction entre perception yogique directe et perception yogique directe valide et perception yogique directe en général, qui peut être subséquente. OK. Et donc, Yongzin Purbuchok dit que la perception yogique valide a pour objet soit l'impermanence, soit les différents types de non-soi. Le non-soi grossier, la personne qui est vide de nature permanente, unitaire et autonome, ou le non-soi subtil pour ces écoles, qui est l'absence d'existence autosuffisante et substantielle d'une personne. Donc c'est ça qu'il dit. Il donne les objets quand il parle de la perception yogique valide. Et donc, c'est surtout ça qui intéresse les pratiquants qui ont des vues Sautrantika, c'est que pour eux, il faut se libérer du samsara, et donc on doit réaliser notre impermanence subtile et se dire, OK, je suis produit, d'accord? Produit par quoi? Par quoi est-ce qu'on est produit? Nous, les êtres samsariques. Fait de causes et de conditions, le karma et Ouais, tout ça. le karma et les perturbations mentales. Exactement, le karma et les perturbations mentales, ou le karma et les afflictions. Ouais. Oui. Très bien. Donc c'est ça qui fait que nous sommes contaminés et donc notre nature est douloureuse. Nous sommes dans la souffrance à cause de ça. Et donc, parmi les afflictions, quelle est la principale? L'ignorance. L'ignorance, exactement. L'ignorance qui saisit un soi. C'est notre problème principal. Très bien. Et donc, c'est pourquoi, vous voyez le cheminement des 4 premiers aspects de la vérité de la souffrance, des vraies souffrances. Le Bouddha dit l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. C'est-à-dire qu'au début, on fait un inventaire de notre situation. OK, moi qui suis en train d'apprendre la philosophie bouddhiste, etc., j'essaie de méditer, etc., quelle est ma nature? Ma nature est impermanente, je suis impermanent. Pourquoi? Parce que je suis produit. Ouais. Produit par quoi? Par le karma et les afflictions. Et à cause de ça, ma nature est d'être de la souffrance. Ma nature d'être ordinaire, c'est d'être dans la souffrance. Bien sûr, ce n'est pas irrémédiable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas irrémédiable? Parce qu'on peut se débarrasser des afflictions et donc de l'ignorance fondamentale grâce à la réalisation du vide et du non-soi, les 2 autres aspects de vraie souffrance. Et donc, on a le problème et la solution. Ouais? Ça vous parle? Oui. OK, Oui. bravo. Excellent, excellent. Donc on se dit, OK, je suis en train de changer d'instant en instant. Pourquoi? Parce que je suis produit. Produit par quoi? Par le karma et les afflictions. Est-ce que je peux m'en débarrasser? Oui, je peux me débarrasser de l'ignorance fondamentale si je développe un état d'esprit immédiatement opposé à cette ignorance fondamentale.
si je réalise qu'il n'y a pas du tout de soi, il n'y a jamais eu de soi unitaire, autonome, permanent, ou un soi autosuffisant et substantiel, etc. Et en réalisant ça directement, on se libère de ces aspects de souffrance. Ok, très bien. C'est tout à fait ça. Ok. Donc, la perception mentale yogique est la perception de la vérité, c'est-à-dire de l'impermanence, de la souffrance, du non-soi, etc. C'est la perception directe des 4 nobles vérités qui se produit chez un Arya à partir d'un développement méditatif qui inclut le développement de Shamatha et Vipassana. Donc, normalement, il y a un H dans Vipassana, c'est pas très grave. C'est à cause des signes diacritiques, souvent on oublie le H. Donc, c'est Vipassana sur les 4 nobles vérités. Donc, c'est ça qui concerne surtout les auditeurs du Bouddha, les premiers disciples du Bouddha, c'est de réaliser les 4 nobles vérités et les 16 aspects des 4 nobles vérités, ou au moins les 4 premiers aspects de la première noble vérité. Ok, à partir de ce développement méditatif, Shamatha est atteint au premier chemin. Donc, de quoi est-ce qu'il parle au niveau de réalisation spirituelle? La voie d'accumulation. Ok, donc là, on parle de voie d'accumulation. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui parce que ça fait beaucoup d'informations, mais essayez simplement de voir qu'il y a 5 stades qui permettent d'obtenir la libération ou l'éveil. 5 segments sur notre route, sur notre voyage. Il y a 5 étapes à parcourir. Et la 5e, soit c'est la libération pour ceux qui veulent obtenir la libération personnelle, soit c'est l'éveil. Ouais. Et donc, quand on est sur le premier segment de ce voyage, on est censé développer shamatha, la focalisation en un point. C'est-à-dire que la personne est capable de méditer sur un objet de manière claire, stable, intense, pendant un temps indéfini. C'est-à-dire que la personne, elle peut méditer sur une visualisation, sur un objet, etc. En général, c'est sur une image mentale. Normalement, c'est sur quelque chose qui est intérieur. C'est sur une image mentale. Donc, un point de lumière, ou le corps du Bouddha, ou une déité, etc., etc. Et donc, la personne est capable de méditer comme ça, d'être concentrée, d'être focalisée pendant un temps indéfini. 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 ans, etc., etc. C'est énorme comme réalisation. Ouais, très bien. Et c'est pas la sortie du samsara. Il y a une histoire comme ça où il y avait un grand yogi qui était accompagné de son intendant. Il était dans sa grotte, etc. Et donc, il a demandé à son intendant de lui préparer du thé. Et donc, son intendant lui prépare du thé, il a son thé devant lui, etc. Et donc, il se met en méditation et il développe shamatha. Et donc, il médite pendant 4, 5 ans, 6 ans, etc. Il y a même des oiseaux qui font des nids dans ses cheveux, etc. Et quand il sort de son absorption, il est sur le point de prendre son thé et il est froid. Et donc là, il se met en colère parce que son thé est froid. Ah, Donc ça, Mais il c'est- s'est pas évaporé. Il s'est pas évaporé le thé. ça dit, l'histoire le Ah dit oui, pas. excellent. Ah oui, très bien. Donc on pourrait dire donc il se met en colère parce qu'il n'a pas de thé dans sa tasse. Et oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'en 4 ans, son thé aurait dû s'évaporer. Ouais. Donc il se met en colère parce qu'il ne trouve pas son thé. Et donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que tant qu'il est en absorption méditative, il ne fait que neutraliser temporairement ses afflictions. Elles sont mises de côté. Ouais. Et ça suffit pas, parce que quand on sort de cette absorption-là, elles reviennent à la vitesse d'un cheval au galop. Parce que les graines sont toujours là. Elles ne sont pas totalement éliminées. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer les graines? On doit développer Vipassana. Ouais. On doit développer la sagesse supérieure, mais pas n'importe laquelle, puisque Shamatha et Vipassana existent aussi dans les traditions non bouddhistes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les traditions non bouddhistes, quand les personnes ont obtenu shamatha, la focalisation en un point, ces personnes peuvent décider d'aller emmener leur esprit dans des endroits extrêmement élevés, la sphère de la forme, la sphère du sans-forme, etc. Et dans ce cas-là, il y a une forme d'analyse. Ils se disent, la sphère du désir, elle est grossière, les sphères de la forme et du sans-forme sont plus subtiles, etc. Donc c'est une forme d'analyse, c'est une forme de vipassana. Mais ce n'est pas Vipassana qui a pour objet la réalité des choses, le non-soi. Ouais. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas Vipassana qui a pour objet la réalité du non-soi, on ne peut pas trouver la clé pour sortir de la prison samsarique. Ouais. On est toujours dans le samsara, dans les niveaux élevés du samsara, mais toujours dans le samsara.
Ouais, ça vous parle? Oui. Excellent. Oh. Donc, on a besoin de shamatha et de vipassana qui ont pour objet le non-soi pour se débarrasser de la souffrance. Excellent. OK. Donc, à partir de ce développement, page 80, quoi? C'est écrit en très 9. 89. À partir de ce développement, shamatha est atteint à la première voie, la voie d'accumulation. Donc, le premier segment du voyage, c'est-à-dire au chemin d'accumulation, la voie d'accumulation. Vipassana est envers les 4 nobles vérités, donc il a pour objet les 4 nobles vérités, et en particulier, bien sûr, le vide et le non-soi, et non pas le Vipassana en général, comme on vient de le dire, est atteint sur la voie de préparation. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis effort. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis effort, parce qu'en général, c'est voie de préparation. Des fois, ça peut être traduit par voie de jonction, Jorlam en tibétain, et Prayoga Marga en sanskrit. Donc, Prayoga, peut-être effort à cause de yoga, je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On est d'accord que là, on Oui. a réalisé la sagesse de la vacuité. Alors, Donc, on a atteint la libération. alors, pas encore. Pas encore. D'accord. C'est un premier stade vers cette sagesse-là. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà pour les Sotrantika, il n'y a pas la vacuité. Hein. On parle Oui, tout à fait. C'est vrai, j'aurais dû dire non-soi, pardon. Oui. le vide de non-soi, ouais. Mais pour le Mahayana, pour les écoles mahayanistes, en effet, on dira la vacuité. Très bien. Oui. Et quand on parle de réalisation de la vacuité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit une réalisation, comme on a dit, il y a 2 types de cognition valides, directe ou inférentielle. Ça veut dire que ces 2 types de cognition valides réalisent leurs objets. Ouais. Donc, quand on réalise l'impermanence subtile, conceptuellement, de manière inférentielle, grâce à un raisonnement, c'est une réalisation. Mais c'est une réalisation conceptuelle, ouais. Oui. Ouais. Et donc, à ce moment-là, oui, ils ont une réalisation du non-soi. Et c'est une réalisation conceptuelle. Ouais. Et donc, ils ne peuvent pas être. Oui. Donc, ça veut dire que quand on a réalisé cette sagesse du non-soi de manière conceptuelle, on démarre le chemin de préparation? Exactement. Tout à fait. OK. C'est ce qui fait qu'on passe sur la voie de préparation. Pourquoi on l'appelle voie de préparation? Parce qu'elle nous prépare à une réalisation directe du non-soi ou de la vacuité pour les marianistes. Ouais. Oui. Et donc, elle nous prépare. Ça veut dire qu'on n'en est pas très loin. Ça veut dire que la personne a une réalisation conceptuelle, inférentielle du non-soi ou de la vacuité. Et cette réalisation est extrêmement profonde, puisque c'est quand même une inférence. Cette personne est quand même arrivée très loin, puisque en plus, elle a déjà obtenu shamatha, elle a une focalisation immense. Et donc, elle est focalisée sur l'image conceptuelle du non-soi. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre un arya et un arat? Alors, pas tout à fait. Ah, Parce c'est que, pas clair pour moi là, ouais, entre les 2. ouais, ce Mais qu'il faut mais voir, peut-être qu'on s'égare un peu du sujet, je sais pas. bon, en fait, c'est intéressant parce que la perception yogique, on est en plein dedans. La perception yogique, elle ne concerne que les aryas. Ouais. Et une perception yogique, comme on l'a dit, c'est une perception directe. Ouais. Oui. Et si c'est direct, c'est nécessairement pas conceptuel. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que si on est sur la voie d'accumulation, sur la voie de préparation, on n'est pas encore dans la réalisation yogique, dans la perception yogique. On est uniquement dans la réalisation conceptuelle. Oui. Et donc, le jour où on a une réalisation yogique du non-soi ou de la vacuité, dans un autre contexte, à ce moment-là, on passe sur la voie de vision. Darshana Marga. Darshana Marga, ça veut dire la voie de vision. Pourquoi? Parce que pour la première fois de toutes nos existences, on aura enfin obtenu une perception yogique directe de la réalité. Ouais. Et là, on sera nécessairement un arya. Ça, on sera nécessairement un arya. Toutes les écoles sont d'accord, même les prasangikas diront que dès l'instant où on a une réalisation yogique directe de la vacuité ou du non-soi, donc de la réalité profonde, de la vérité ultime, à ce moment-là, on est nécessairement un arya, ouais, une personne noble. C'est-à-dire qu'on n'est plus un être ordinaire. Là, on a une réalisation irréversible. Et on est d'accord pour le véhicule fondamental, on peut être un arya quand on est sur le chemin de préparation? Alors, pas encore, non. Là, il faut passer sur la voie de vision. Ah d'accord, OK. D'accord. Ouais, il faut passer sur la voie de vision, il faut avoir une réalisation directe. Ouais. Et donc, pour les auditeurs, pour les Shravakas, etc., eux, ils ont pas le même nombre de stades des terres par rapport aux Mahayanistes. Donc, les Shravakas, ils ont seulement 8 terres. Ils ont 4 stades principaux et 4 stades qui s'en rapprochent. Ils ont Shrotapana.
donc ceux qui sont entrés dans le courant. Ensuite, ils ont Sakridagamin, ceux qui reviendront une fois, les Anagamin, ceux qui ne reviendront plus, et les Arhat, ceux qui ont obtenu la libération ou le nirvana. Oui. Ouais. Ça veut dire qu'un Arhat est nécessairement un Arya, c'est nécessairement quelqu'un qui a réalisé directement la vérité ultime, mais un Arya n'est pas nécessairement un Arhat. Ça veut dire qu'il a encore du boulot à faire. Mm. Ouais. C'est plus clair? Un peu Ok. plus. Ok. On pourra en reparler parce que la perception yogique directe, pour toutes les écoles autres que Prasangika, ça concerne uniquement les Aryas. Alors que les Prasangika vont dire il faut que ce soit une perception yogique directe de la vacuité, pour qu'on parle des Aryas. Si quelqu'un a une réalisation yogique directe de l'impermanence subtile, pour les Prasangika, c'est pas un Arya. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Prasangika qui disent que la perception yogique directe peut exister dans le continuum d'un être ordinaire. Alors que pour toutes les autres écoles, si c'est une perception yogique directe, c'est nécessairement pour les Aryas. C'est ça qui fait la différence. Ok. Bon, on y reviendra parce que c'est des thèmes qui sont un peu difficiles si on n'a pas abordé ça précédemment. Mais ça mérite d'être évoqué, puisque de toute façon, Geshe Dreyfus en parle. Ok, donc il nous reste quelques minutes. Donc Vipassana, envers les 4 nobles vérités, et non Vipassana en général, est atteint sur la voie de préparation, celle qui prépare donc à la voie de vision. Lorsque la personne transforme sa compréhension intellectuelle en compréhension directe, elle atteint la voie de vision et devient un Arya. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Ça vous parle? Oui, Donc, ça Donc, c'est si on clair. veut devenir Oui. des Arhats, c'est tout simple, il faut juste qu'on devienne un Arya. Exactement. Il faut commencer par être un Arya pour arriver à l'état d'Arhat. C'est nécessaire. Exactement. C'est-à-dire qu'un Arya, c'est quelqu'un qui va, de toute façon, terminer sa progression sur le voyage qu'il s'est destiné. C'est-à-dire que soit on veut aller à, je sais pas moi, soit on veut aller à Paris, soit on veut aller à New York. Ok. Si on veut aller à Paris et qu'on arrive vers le périph', il y a des chances qu'on arrive définitivement à Paris. Tant que c'est avant, on pourrait à la rigueur changer de chemin et se dire non, non, je vais aller à l'aéroport de Bordeaux et aller à New York. Mais si on arrive au périph' de Paris, ça veut dire que c'est définitif, on arrivera nécessairement à Paris. Excellent. Et c'est pareil pour New York. Avant d'arriver à l'aéroport, on peut encore changer de chemin, on peut changer d'avis, on peut décider d'aller à Paris, etc. Mais une fois qu'on est dans l'avion, c'est foutu, on peut plus changer les choses, on est obligé de suivre l'avion et d'arriver à New York. Et bien là, pour ces différentes voies, soit on veut obtenir la libération personnelle, soit on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ça, c'est Oui. pas nouveau. Très bien. Ça veut dire que si on est sur les voies d'accumulation et de préparation, on peut encore changer d'avis. On peut encore se dire non, moi je veux obtenir l'éveil. Ou quelqu'un qui voulait obtenir l'éveil va se dire ah bah non, finalement je vais obtenir la libération personnelle. Ils peuvent encore changer d'avis. Mais une fois qu'ils deviennent des Aryas, une fois qu'ils obtiennent la réalisation directe de la vérité ultime dans leur voie, et ils continueront de toute façon jusqu'à la fin de cette voie. Ouais, ils pourront plus changer d'avis. C'est ça que ça veut dire. Donc, un Arya du véhicule fondamental obtiendra nécessairement l'état d'Arhat. Et un Arya du Mahayana, un Arya qui a obtenu la voie de vision du Mahayana, obtiendra nécessairement l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais, il n'y a pas de retour possible. Excellent, excellent, bravo. Bravo, bravo. On continuera la prochaine fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je trouve que c'est important qu'on puisse clarifier ça. Et donc, vendredi prochain, on pourra continuer sur ces perceptions yogiques pour clarifier s'il y a des choses qui vous semblent encore un peu floues. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Jimpa. Voilà, au Merci à revoir à tous. tout le monde. Bye. Merci Plaisir. Jimpa, merci tout le monde. Bonne Un grand journée. merci, passez une Ça, c'est excellente mérité, tous journée. les êtres atteignent l'omniscience de l'éveil. Pardon, Bye bye. Louis? Oui. Ok. Des Ok, bonne journée. Bonne journée.